Dans cette nouvelle vidéo, nous allons nous intéresser à des mouvements méconnus du grand public et qui, pourtant, sont en train de changer la face du monde. Accrochez-vous car il va falloir repousser vos limites. Nous allons parler de science, de transhumanisme, d'intelligence artificielle et d'antidémocratie. Que défendent-ils? Qui sont les personnes derrière? Et quel impact ont-ils? Salut à tous, vous êtes sur le Média Libre, le média qui parle de liberté. Les extropiens apparaissent dans les années 80-90 dans la Silicon Valley. Ce sont souvent des ingénieurs, des entrepreneurs ou des écrivains qui adhèrent au transhumanisme. Le transhumanisme est l'augmentation de l'humain par la biotechnologie, l'IA ou la cybernétique. Et on peut voir l'extropianisme comme étant un type de transhumanisme qui se base sur le principe de l'extropie. L'extropie est un néologisme qui désigne l'inverse du phénomène d'entropie. Mais du coup, qu'est-ce que l'entropie ? L'entropie est la mesure de l'incertitude ou du désordre dans un système et a été introduit en 1865 par Rudolf Clausius lorsqu'il énonce la deuxième loi de thermodynamique. Selon celle-ci, toute transformation d'un système thermodynamique s'effectue avec augmentation de l'entropie globale, incluant l'entropie du système et du milieu extérieur. On dit alors qu'il y a création d'entropie. Pour comprendre, on peut prendre l'exemple d'un verre d'eau avec un glaçon. La deuxième loi de la thermodynamique dit que la chaleur se déplace toujours d'un objet chaud vers un objet froid, et que l'énergie se disperse avec le temps, rendant donc les transformations de moins en moins efficaces. Autrement dit, le désordre, ou l'entropie, augmente naturellement. En informatique, et plus exactement en théorie de l'information, l'entropie de Shannon désigne l'incertitude de l'information. Elle permet de mesurer la quantité minimale de bits informatiques nécessaires pour coder un message sans perte. C'est notamment utilisé pour faire de la compression de données, c'est-à-dire réduire la taille de fichiers sans perdre trop d'informations, comme avec Zip ou MP3. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'entropie mesure l'incertitude et le désordre dans un système, et donc que l'extropie est son opposé, soit la tendance vers l'ordre, la complexité croissante, l'organisation et l'intelligence dans un système. Le mot nous viendrait de Max More et de Tom Morrow. Max More a pour vrai nom Max O'Connor. Il choisit le nom More en référence à l'humain augmenté, plus en anglais étant mort. More est un philosophe anglais transhumaniste. D'ailleurs, c'est à lui que l'on doit l'utilisation moderne du mot transhumanisme, grâce à son essai de 1990, Transhumanisme toward Futurist Philosophy. Il a écrit de nombreux essais philosophiques sur le transhumanisme, la recherche sur l'allongement de la durée de vie ou la cryogénie. En 1989, il lance avec Tom Bell le journal Extropie. En 1991, il fonde l'Extropie Institute situé en Californie et aussi lance la même année une liste de diffusion sur Internet où les différents extropiens peuvent s'échanger par mail leurs idées. En 1993, Max More publie les principes de base de l'extropianisme, qui sont le progrès illimité grâce à la science, la technologie et la rationalité, l'auto-amélioration, la recherche de l'immortalité, l'expansion de l'intelligence et la maîtrise du chaos, donc la lutte contre l'entropie. Les extropiens croient que l'humanité peut dépasser ses limites biologiques et évoluer vers un avenir optimisé par l'innovation et l'expansion de la conscience. Ils mettent donc l'accent sur l'individualisme et la réduction des contraintes imposées par la nature ou la société. Ils prônent donc une réduction, voire une suppression des États qu'ils considèrent comme étant un frein à l'innovation en raison des régulations et de la centralisation. Ils défendent un marché libre ainsi que la propriété privée. De manière générale, ils adoptent une vision plutôt libérale, souvent libertarienne, voire anarcho-capitaliste. Toutefois, certains vont plutôt s'orienter vers une approche techno-progressiste. C'est-à-dire qu'ils considèrent que les institutions doivent jouer un rôle clé pour éviter les inégalités et assurer un accès universel aux innovations. Les extropiens ont contribué au développement des crypto-monnaies. Satoshi Nakamoto a publié en 2008 le white paper de Bitcoin sur la fameuse liste de diffusion extropienne. L'extropien Alfiné fut le destinataire du premier transfert Bitcoin de l'histoire en 2009, l'expéditeur étant Satoshi Nakamoto lui-même. Julian Assange est aussi un extropien et il a aidé à populariser Bitcoin en le proposant en système de paiement pour financer Wikileaks en 2010. Comme autre figure emblématique des extropiens, on peut citer le libertarien Peter Thiel, le fondateur de PayPal, qui participe au Seasteading Institute de Patrick Friedman, on en parle dans cette vidéo. Ainsi, il y a des collusions entre certains extropiens, les cypherpunks à la base de Bitcoin qui prônent la crypto-anarchie, on en parle ici, et les libertariens, notamment les anarcho-capitalistes. Si vous voulez avoir plus d'informations sur ce mouvement, je vous invite à regarder la vidéo de Money Radar Crypto. La Dark Enlightenment, ou mouvement néo-réactionnaire, abrégé en NRX, a émergé dans les années 2000 en tant que mouvement intellectuel controversé. Il se caractérise par une critique de la modernité, de la démocratie et de l'égalitarisme, et prône un retour des structures sociales traditionnelles et hiérarchiques.
Ce mouvement synthétise des idées issues du libertarianisme, du monarchisme, du traditionnalisme et de la droite radicale. Il a émergé au sein de diverses communautés en ligne, notamment avec Curtis Yarvin, un ancien développeur logiciel. Yarvin tient un blog sous le pseudonyme de Mencius Moldbug, et celui-ci aurait eu une influence considérable sur l'alt-right américaine. Au départ, il nomme sa philosophie en néo-caméralisme. Le caméralisme est une doctrine économique et administrative du XVIe et XVIIe siècle, présente surtout en Allemagne, qui prône un État centralisé, un développement économique au service du souverain et une politique paternaliste. Le néo-caméralisme de Yarvin vise, lui, à aligner le fonctionnement du Parlement à celui d'une assemblée générale d'actionnaires qui élirait un PDG dont le rôle est de gérer l'État comme une entreprise, cherchant à maximiser son profit. Le journaliste Pablo Stefanini qualifie cette idéologie de féodalisme entrepreneurial. Et c'est Arnold Kling qui est le premier à qualifier Curtis Yarvin de néo-réactionnaire en 2010. L'étiquette fut ensuite acceptée par ses partisans et par Yarvin lui-même. L'idéal de Curtis Yarvin est une planète divisée en cités-États techno-autoritaires, qui seraient en concurrence entre elles afin d'attirer les citoyens. Citoyens qui ne pourraient pas voter directement mais qui auraient la liberté de déménager d'une cité-État à l'autre. Ce qui obligerait les cités-États à devoir être plus compétitifs que leurs concurrents pour attirer les citoyens/clients et ne pas faire faillite. On dit que les citoyens voteraient, entre guillemets, avec leurs pieds. Yarvin dit avoir été inspiré par les idées de Ludwig von Mises ou encore Hayek, mais que finalement il s'est converti aux idées de Thomas Carlyle. Thomas Carlyle est un écrivain, historien et philosophe écossais influent du 19e siècle. Il critiquait le matérialisme et le libéralisme économique de son époque pour embrasser une vision autoritaire et conservatrice. Yarvin critique donc la démocratie et l'alternance des partis en concurrence au pouvoir et plaide pour un gouvernement monarchique ou CEO du pays. Comme autre figure, on peut parler de Nick Land, un philosophe britannique qui a influencé une partie de la NRX avec une vision hyper technologique et anti-humaniste. Dans les années 90, Land enseignait à l'université de Warwick et faisait partie du Cybernetic Culture Research Unit, CCRU, un collectif expérimental mêlant philosophie, cybernétique et culture populaire. Il s'inspirait de Deleuze, Guattari et Bataille, développant une pensée où la technologie et le capitalisme sont des forces autonomes s'accélérant vers un avenir incontrôlable. Dans les années 2000, Land s'éloigne du milieu académique et s'installe en Chine. Il adoptera alors des idées plus conservatrices et influencera le mouvement NRX. Il critique aussi la démocratie, qu'il considère comme étant inefficace et prône une gouvernance technomonarchique. Il voit le capitalisme comme une force évolutive inarrêtable qui dépasse les structures politiques traditionnelles. Il a formulé aussi le concept d'hyperstition, qui désigne des idées ou des récits fictifs qui, une fois diffusés, influencent la réalité et finissent par se réaliser. Ainsi, on peut voir que le mouvement est inspiré en partie par le libertarianisme. On y retrouve la volonté d'avoir une gouvernance décentralisée, de voter avec ses pieds, et c'est un mouvement capitaliste. Mais il y a cependant des différences fondamentales. En témoignent d'ailleurs les débats entre les comptes libertariens et NRX français sur Twitter. Les néo-réactionnaires, contrairement aux libertariens, rejettent l'idée que la liberté individuelle soit une fin en soi ou une valeur universelle. Ils considèrent le libertarianisme comme étant naïf ou attardé, selon Mikhail Anisimov, un penseur NRX, car selon eux, il ignore les réalités de la hiérarchie naturelle et des différences entre individus. Pour eux, la liberté doit être subordonnée à l'ordre et à une gouvernance efficace. Le mouvement a eu un rôle très influent sur la droite alternative américaine. D'ailleurs, J.D. Vance, l'actuel vice-président, aurait été fortement influencé par le mouvement NRX. Si vous voulez en apprendre plus sur le mouvement, sachez qu'il existe un média français NRX qui s'appelle Rage Culture, et dont l'un des membres a écrit le traité néo-réactionnaire, qui explique en détail la pensée NRX. Mais le mouvement est aussi à la base de l'accélérationnisme, et Nick Land est considéré comme étant le père de l'accélérationnisme. Avant de parler d'IAC, il faut d'abord comprendre ce qu'est l'accélérationnisme. L'accélérationnisme est une tendance politique selon laquelle la transformation radicale de la société doit venir d'une accélération du capitalisme et des processus qui y sont historiquement associés, plutôt que de son renversement. En précurseur du mouvement, cité notamment par Nick Land lui-même, on y retrouve Friedrich Nietzsche, mais aussi Karl Marx, qui pensait que le libre-échange allait détruire les nations et permettre une révolution du prolétariat mondial. On peut aussi citer Gilles Deleuze et Félix Guattari, avec leur concept de déterritorialisation, établi en 1972 dans l'Anti-Oedipe. La théorie accélérationniste se divise en variantes de gauche et de droite mutuellement contradictoires. L'accélérationnisme de gauche, abrégé en LHAC, vise à dépasser le capitalisme et le progrès technologique pour pouvoir par la suite se réapproprier la technologie moderne dans des buts socialement bénéfiques et émancipateurs. Comme auteurs contemporains notables, on compte Nick Srinek et Alex Williams, auteurs du Manifesto for an Accelerationist Politics.
Il y a aussi le collectif Laboria Cubonics qui a publié le manifeste Xenofeminism, A Politics for Alienation. Ou encore Mark Fisher, un autre membre du CCRU comme Nick Land, qui écrivait sur son blog sous le nom de K-Punk. Le LHAC prône pour une planification économique avancée utilisant les outils modernes, comme le big data ou l'intelligence artificielle, pour mieux organiser la production et la redistribution. Pour eux, l'automatisation du travail doit être accompagnée d'un revenu universel et d'une réduction massive du temps de travail. Un projet politique global doit être formulé en abandonnant le fétichisme du localisme et en adoptant une échelle de lutte internationale. L'accélérationnisme de droite, le RHAC, est lui influencé par le travail de Nick Land. Il promet l'intensification sans limite du capitalisme lui-même, éventuellement dans l'idée d'amener à une singularité technologique. On y reviendra juste après. Il vise à développer les technologies sans limite et régulation des États. L'IA, l'automatisation et la biotechnologie doivent être utilisées pour accroître la productivité et pour certains courants transhumanistes doit amener à dépasser la condition humaine. On parle alors de post-humain. L'IAC, lui, de son côté, est l'effective accélérationnisme, ou en français, accélérationnisme efficace. C'est un mouvement accélérationniste techno-utopique fondé sur l'idée de maximiser le progrès technologique pour atteindre une singularité techno-capitaliste. Qu'est-ce que c'est qu'une singularité technologique? La singularité technologique est un concept hypothétique qui désigne un point de rupture dans l'évolution technologique. En effet, pour certains, l'invention de l'intelligence artificielle déclencherait un emballement de la croissance technologique qui induirait des changements imprévisibles dans la société humaine. John von Neumann en parlait déjà dans les années 50. C'est un physicien, économiste et informaticien, notamment à l'origine de l'architecture de von Neumann, qui est en gros la base des systèmes informatiques modernes. Pour arriver à cette singularité technologique, une étape intermédiaire serait l'avènement d'une AGI. L'intelligence artificielle générale, ou AGI, désigne une IA capable d'exécuter l'ensemble des tâches intellectuelles qu'un être humain peut accomplir, plutôt qu'une IA étroite spécialisée dans un domaine unique. Autrement dit, une AGI aurait la flexibilité cognitive, l'apprentissage, le raisonnement et la capacité d'adaptation comparable à celle d'un humain. Une fois ce seuil franchi, si cette AGI est capable de s'auto-améliorer de façon autonome, chaque amélioration pourrait en déclencher une nouvelle, entraînant un cycle de progrès exponentiel. Ce mécanisme d'auto-amélioration continue pourrait alors conduire à une explosion d'intelligence. Et on aurait donc la singularité technologique. En résumé, l'AGI représente le point de départ et la singularité est le phénomène résultant de sa capacité à s'améliorer sans intervention humaine. C'est donc pour ça que les accélérationnistes IAC sont très attentifs quant au progrès actuel avec les LLM type ChatGPT. L'IAC en tant que mouvement a émergé en ligne autour de 2022, notamment sur Twitter avec des pseudonymes comme BasedBevJesus et Baselord. Derrière le compte de BevJesus, en référence à Jeff Bezos, se trouve Guillaume Verdon, un physicien et mathématicien canadien, chercheur en informatique quantique, entrepreneur et écrivain. Il est notamment un contributeur clé du projet de machine learning quantique TensorFlow Quantum de Google. Pour Verdon, l'objectif est que la civilisation humaine maximise l'utilisation de l'énergie pour gravir l'échelle de Kardashev. L'échelle de Kardashev est une classification théorique proposée en 1964 par l'astrophysicien russe Nikolai Kardashev. Elle vise à mesurer le niveau de développement technologique d'une civilisation en fonction de sa capacité à exploiter l'énergie disponible. Il y a le type 1, c'est-à-dire une civilisation capable d'utiliser toute l'énergie disponible sur sa planète d'origine. Le type 2, lorsqu'elle est capable d'utiliser l'énergie de toute son étoile principale. Et le type 3, une civilisation capable d'exploiter l'énergie de l'ensemble de sa galaxie. L'humanité, elle, serait encore au niveau 0. Un autre membre influent du mouvement est Mark Andreessen, qui a écrit en 2023 le manifeste techno-optimiste. Dans cet essai, il soutient que le développement technologique doit être encouragé sans restriction pour libérer le potentiel humain et propager la conscience à travers l'univers. Il considère que les forces combinées de l'innovation technologique et du marché, qu'il appelle techno-capital, sont essentielles pour accélérer le progrès et améliorer la condition humaine. L'IAC s'inspire en partie des travaux de Jeremy Higland, un physicien américain connu pour sa théorie sur l'origine de la vie basée sur l'entropie et la thermodynamique. Selon cette théorie, les systèmes soumis à une source d'énergie externe tendent à s'auto-organiser de manière à dissiper davantage d'énergie, ce qui pourrait expliquer l'émergence de structures complexes comme la vie. Les penseurs de l'IAC interprètent cette idée en suggérant que l'univers cherche à maximiser l'entropie, et que la vie, en consommant de plus en plus d'énergie, contribue à cet objectif cosmique. Ainsi, en accélérant le progrès technologique et en augmentant la consommation d'énergie, l'humanité participerait à la réalisation de ce but universel. Bon, apparemment, Higland émet des réserves quant à cette extrapolation de sa théorie.
L'IAC intègre donc des éléments issus de l'extropianisme et du mouvement NRX, et comme expliqué par Nîmes dans son traité néo-réactionnaire, peut être vu comme une variante plus épurée et plus acceptable par la majorité de l'accélérationnisme de droite. Certains membres sont proches des libertariens. En effet, comme on l'a vu, ils sont contre les régulations et les contraintes des États, notamment sur l'IA, et prônent une décentralisation et un marché libre. Mais il ne faut pas oublier que l'objectif principal de l'IAC est le progrès technologique pour transformer la civilisation humaine, et non la liberté individuelle en elle-même, ce qui est le cas des libéraux et des libertariens. Si vous voulez en apprendre plus sur l'IAC, je vous conseille la chaîne de Dr Futuro. On a donc vu 3 mouvements qui pourraient être vus comme des itérations d'un même mouvement. C'est pour ça qu'on les a réunis dans une seule même vidéo. Ils sont plutôt inconnus du grand public et pourtant ils sont très influents dans la Silicon Valley et la droite alternative américaine. Ce qui est intéressant, c'est que ces mouvements ont émergé en ligne, via des blogs, via Twitter ou encore juste des mailing lists à l'époque des extropiens des années 80-90. Et surtout, c'est que s'ils interviennent indirectement en politique, ils interviennent beaucoup plus directement dans le développement des technologies que sont l'IA, les crypto-monnaies ou l'informatique quantique. Et on y retrouve de véritables pointures dans leur domaine, que ce soit des scientifiques, des ingénieurs ou des entrepreneurs. En tout cas, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez en commentaire de ces 3 mouvements. N'hésitez pas aussi à proposer des mouvements qui vous paraissent intéressants à étudier. Et bien sûr, à liker, à vous abonner et à partager cette vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine, c'était le Média Libre.